merci. On n'est pas très très nombreux, comme vous voyez aujourd'hui. C'est un peu la saison qui veut ça. Je ne pense pas que ce soit le sujet, en revanche, parce que le sujet est vraiment un sujet crucial. Dans le titre, nous parlons de bombes à retardement. Et c'est exactement ce que beaucoup pensent dans nos pays de la rive sud, mais aussi dans la rive nord de la Méditerranée. Nous sommes confrontés depuis quelques années à une sorte de bombe à retardement, quelque chose qui est profondément déstabilisant pour les sociétés de la zone et puis qui risque d'ailleurs à tout moment de créer une instabilité politique, sociale très préjudiciable. Pour discuter de ça et pour essayer de comprendre plusieurs choses, c'est-à-dire essayer de comprendre d'une part l'impact de ce problème de la rareté du travail. Depuis les années 80, on a une sorte de déconnexion entre la croissance et l'emploi. Et du coup, ça a un impact à tous les niveaux des sociétés, depuis à l'échelle des familles, jusque dans l'économie plus généralement. Et du coup, il nous semblait ça important de faire un focus à l'aide à la fois de la sociologie et de l'économie pour y voir un peu plus clair. D'autant plus que ce phénomène de la rareté du travail, du chômage des jeunes, est aussi considéré comme à l'origine de certains révoltes, soulèvements, révolutions, etc. Donc c'est aujourd'hui, avec ce qui se passe en Algérie, on pense beaucoup évidemment à cet aspect des choses, mais nous avons aussi conscience qu'il y a d'autres éléments que le travail qui sont dans cette configuration-là compliquée. La question de la formation et de l'éducation des jeunes et de la crise des systèmes éducatifs aussi rentre en ligne de compte. Et donc, nous avons autour de la table des économistes que je vais présenter tout de suite, des sociologues qui connaissent bien la question de la formation et de l'éducation et de l'impact sur une société, mais on a aussi un spécialiste des questions du marché de travail, un économiste et sociologue, je ne sais pas comment on peut te définir, italien qui vit à Paris et qui nous permettra de voir à quel point sur cette question-là, entre les deux rives de la Méditerranée, peut-être pas exactement à la même échelle, il y a une similitude de situations sociales vécues, mais surtout économiques liées au modèle de développement, etc. Donc, avec toutes les différences évidemment qu'il faudra peut-être souligner, l'idée de faire un focus sur ce qui se passe en Italie nous a semblé absolument nécessaire et pertinent. Pour cette discussion, donc, nous allons donner donc la parole d'abord à Mahmoud Moud, qui est professeur d'économie à Paris-Dauphine. Vous êtes d'origine algérienne, franco-algérien probablement, directeur du groupement de recherche internationale du CNRS qui travaille sur les questions économiques internationales euro-méditerranéennes. Donc, j'imagine que vous allez nous parler un peu de l'Algérie en particulier, peut-être, mais pas exclusivement, on verra. Ensuite, on demandera à Nadji Safir, qui est sociologue, consultant international et spécialiste du Maghreb, membre du conseil scientifique de l'IREMO, d'aborder peut-être un peu plus la question du point de vue des enjeux éducatifs et de formation surtout. Et enfin, comme je le disais, Emanuele Ferraggi, qui est sociologue, professeur à Sciences Po en ce moment, mais professeur un peu à différents endroits, qui a travaillé beaucoup sur le marché du travail en Italie. Et ces phénomènes-là sont tout à fait pain quotidien pour notre Emanuele Ferraggi. Et je remercie tous les trois d'avoir accepté l'invitation de l'IREMO. Je vous donne la parole pour une vingtaine de minutes. D'accord. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Parler de cette situation de l'emploi dans les pays de la région MENA, Middle East en français, en anglais, North African Countries, les pays de la région qui nous intéressent, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et en fait, je ne parlerai pas d'Algérie uniquement, mais l'Algérie est évidemment au centre des préoccupations,
Simplement, je pense à Algérie depuis 3 mois. Je rêve Algérie, je me lève en Algérie. Et donc, vous n'allez pas échapper. Je pense que mon collègue en particulier, Naji, sera à peu près dans la même situation. Alors, ce que je voudrais vous faire un état des lieux de la situation qui, non pas décrit le marché du travail de manière extrêmement précise, parce que je pense que ce sera fait dans les interventions qui suivent, mais plutôt quelles sont les conditions économiques qui expliquent des si faibles performances sur le marché du travail au niveau mondial pour la région. Et quelles que soient leurs, finalement, caractéristiques différenciées, ils souffrent d'un certain nombre de fléaux communs qui sont à l'origine d'un taux de participation de la force de travail le plus bas du monde et qui demeure le plus bas du monde. En dépit d'ailleurs des progrès qu'on a pu observer en Tunisie. Mais en Tunisie, malheureusement, la transition politique a réussi, mais la transition économique est très compliquée. Et donc le marché du travail reste quand même atone, même si l'emploi a augmenté du fait de l'emploi public, paradoxalement. Donc il y a une situation qui est très très marquée pour la région. Alors je dirais que la région souffre de 6 fléaux communs. Quelle que soit encore une fois la structure. Ce sont des économies peu diversifiées, qu'elles soient pétrolières ou pas. Ce sont des économies qui, donc, peu diversifiées. Dans le cas d'Algérie, parlons d'Algérie, évidemment, les hydrocarbures, ça reste 35% du PIB, 98% des recettes extérieures, 70% du budget de l'État. Vous imaginez que la situation va dépendre extrêmement fortement des fluctuations du cours des hydrocarbures sur le marché mondial pour expliquer, y compris la situation comme l'emploi, on le verra de manière détaillée. Donc ce sont des pays qui ont, comme dans le cas de l'Algérie, une polarisation très forte de l'économie sur peu de secteurs. Le deuxième secteur qui existe, c'est le secteur d'importation, qui est un secteur improductif, d'import-import, mais qui représente 30% du PIB. C'est quand même assez incroyable. Et puis vous avez un troisième secteur qui est un secteur des non échangeables, c'est-à-dire des services, des transports, du bâtiment, de la construction, qui représente le reste et qui est très imbriqué avec le secteur informel. D'ailleurs, le secteur informel est complètement en osmose avec ces différents secteurs, sauf les hydrocarbures. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à une économie à 3 secteurs. La part de l'industrie dans le PIB a reculé à 4% du PIB aujourd'hui, contre 15% en 1990 encore. Et donc vous avez une situation où la désindustrialisation s'est accompagnée de l'aggravation de l'économie rentière. Si vous prenez la Tunisie, vous aviez la même chose avec le tourisme, avec quelques secteurs qui représentent à peu près 80% du PIB. 3 à 4 secteurs représentent 4% du PIB. Le Maroc fait un peu mieux en termes de diversification, mais il souffre d'autres types de problèmes, en particulier de problèmes d'asymétrie internationale dans ces échanges qui font que, en dépit de ces efforts de diversification, il reste très déficitaire avec l'Union européenne. Et puis vous prenez la Libye, vous prenez tous les pays de la région, l'Égypte aussi, sont des pays qui sont très concentrés sur peu de secteurs. Alors le résultat, c'est que vous allez avoir un deuxième fléau qui est le taux de participation de la force de travail, qui est l'un des plus faibles du monde. Je vais vous le montrer. Là, donc ici, vous avez en haut le taux de participation, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le taux de participation? C'est la part d'une classe d'âge de 15 à 60 ans, en âge de travailler, qui est inscrite sur le marché du travail, qu'elle soit au chômage ou pas, qui est inscrite dans la population active. Ça représente le taux le plus bas du monde. Et si vous regardez le cas de l'Algérie, c'est pas pour rien que l'Algérie, on est à moins de 40%, enfin 40%. Évidemment, là, vous avez vu le pic descendant, là, c'est le contre-choc pétrolier de 2013 avec la baisse du prix du pétrole et donc l'arrêt des subventions à l'emploi, ou la baisse des subventions à l'emploi. Vous avez une situation qui est vraiment caractéristique. La moyenne mondiale, c'est 70%. Donc vous voyez, on est à 30 points d'écart, quand même, c'est pas rien. Et ça s'explique par un taux de participation des femmes au marché du travail le plus bas du monde. Là, vous avez ici le PIB par habitant, d'accord, relatif. Donc vous avez les pays pauvres qui sont là, les pays plutôt à revenus intermédiaires qui sont là. Et puis plus on va vers là, on a le pays. Et là, vous avez le taux de participation de la force de travail féminine. C'est-à-dire la part des femmes en âge de travailler qui travaillent ou qui sont au chômage, inscrites sur le marché du travail. Regardez, tous les pays de la région, ils sont à PIB par habitant identique, ils sont en dessous. Tous, ils sont là. Et là, vous avez le taux, jusqu'en 2017, vous avez, j'ai recalculé ça, le taux de participation des femmes dans le marché du travail, qui est moins de 25% pour la moyenne des pays de la région, et l'Algérie est à 15-16%. Voilà.
Donc ça explique une situation qui va être vraiment importante pour comprendre pourquoi structurellement le marché du travail tâtonne, structurellement la place des jeunes, qui est quand même extrêmement majoritaire dans la population, n'est pas là. En dépit, encore une fois, d'un certain nombre de facteurs qui sont les progrès dans l'éducation, mais avec une crise majeure du système d'éducation, j'en parlerai, un taux d'expatriation déqualifié anormalement élevé, des inégalités territoriales exacerbées et un blocage des institutions et de la corruption. Ce sont les 6 fléaux de la région. Voilà. Alors il y a des aspects positifs, je ne peux pas les énumérer, j'ai que 20 minutes, mais il y a des aspects, ces aspects-là sont, me semble-t-il, les aspects communs, les fléaux communs qui vont expliquer et les soulèvements, d'une certaine manière, et l'exclusion de la force de travail, de la jeunesse de la force de travail. Alors, si vous regardez maintenant le taux de chômage des jeunes, là, vous avez une situation dans laquelle l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Syrie se distinguent par des taux de chômage officiels, ici, de 25% de la population. Et tout ça s'expliquant par le taux de chômage des femmes, qui est toujours beaucoup plus élevé que celui des hommes. Voilà. Donc vous avez une situation dans laquelle les jeunes majoritaires sont sous-représentés sur le marché du travail, et en particulier les femmes. Alors si vous regardez la question des femmes, vous allez vous retrouver dans une situation assez intéressante. C'est qu'elles sont surreprésentées parmi les diplômés. Par exemple, je reprends le cas d'Algérie pour ne pas vous donner trop de chiffres, mais un cas typique. L'Algérie a dépensé en éducation énormément, surtout depuis 2011, avec le printemps arabe. Donc on a mis les étudiants, les jeunes, on les a mis dans les amphithéâtres, grosso modo. On a créé 45 universités, et donc on a fait du bâtiment, et on les a mis massivement dans les amphithéâtres. On est passé de 32% de la part des gens inscrits dans l'enseignement supérieur en 2011, en 2007, on est passé de 32% en 10 ans à peu près à quelque chose comme 42% en 2017. Donc en fait, on a eu une progression extrêmement forte du taux d'enrôlement dans l'enseignement supérieur. C'est pareil pour pas mal de pays, mais l'Algérie a financé particulièrement par la subvention directe et par la création de places dans les amphithéâtres, l'éducation. Et les femmes représentent 62% des diplômés. Donc elles sont surreprésentées parmi les diplômés. Mais elles sont sous-représentées parmi celles qui sont sur le marché du travail. Et la conséquence de ça, c'est une conséquence très grave pour l'emploi et pour l'avenir de l'emploi dans ce pays si les réformes structurelles ne sont pas menées, s'il n'y a pas de transition politique démocratique, parce que tout ça est lié à la question de la corruption également, parce que les rentes sur le marché des biens ont leur écho sur le marché du travail, des rentes sur le marché du travail qui empêchent les jeunes d'accéder à ce marché du travail. Et donc s'il n'y a pas de réforme structurelle, et s'il n'y a pas de réforme politique, si les processus ne vont pas jusqu'au bout, eh bien on gardera une situation similaire, avec une difficulté majeure que peu de gens connaissent, qui est la contre-révolution démographique. Alors cette contre-révolution démographique, elle est peu connue. Elle a été mise en évidence par des démographes il y a peu de temps. Il y a eu un papier à l'INED qui a été fait en 2012, qui a été publié dans la revue Population, qui a mis le point là-dessus. Et un autre papier vient de paraître également, qui refait le point et qui dit oui, c'est vrai, il y a bien une situation de stagnation. Non, alors de remontée des taux de fécondité. Je vais y venir dans un instant. Vous avez une situation dans laquelle 3 pays se trouvent en situation de transition démographique majeure. Regardez là. On avait quelque chose au début des années 50 de 7 enfants par femme. On est descendu à très bas. C'est-à-dire, les révolutions arabes ne sont pas nées de n'importe quoi. Il y a eu aussi des progrès énormes. Et vous avez eu cette transition démographique qui avait très très bien marché. Maintenant, cette transition démographique connaît une contre-transition dans 3 pays. L'Égypte, où c'est remonté à quelque chose comme 3,7, et l'Algérie en particulier, où on est aussi à quelque chose comme, depuis les années 90, quelque chose comme 3,4. Après avoir été à 2,1, 2,2, c'est-à-dire le taux de reproduction d'une génération. Alors je ne dis pas ça parce que c'est un phénomène social intéressant, je dis cela parce que l'aggravation de la venue, de la demande, de l'offre de travail par les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne peut que se poursuivre avec ce phénomène d'accroissement de
quelques points du taux de fécondité des femmes. Alors, le taux de fécondité des femmes augmente parce qu'elles sont majoritairement au chômage, majoritairement diplômées, et parce qu'il y a également des situations dans lesquelles le conservatisme, les valeurs un peu traditionnelles se sont diffusées dans la société en dépit de la neutralisation relative de l'islam politique. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important à souligner parce que ce n'est pas tous les pays qui sont concernés. Par exemple, le Maroc poursuit sa transition démographique. Ce n'est pas le cas ni de l'Algérie, ni de l'Égypte, ni de la Tunisie. Et donc... Et le Liban, exactement. Le Liban a été arrivé très bas, un taux de fécondité extrêmement bas, donc il remonte aussi parce que c'est comme des phénomènes de baby-boom. Dans le cas algérien, on a un mini baby-boom après les années 90, qui étaient des années de violence, qui explique aussi cette remontée. Mais donc, vous avez quand même un phénomène qui est important, qui est un phénomène de contre-transition démographique, qui est une régression, d'une certaine manière, qui s'explique par cette assignation à résidence des femmes à la maison, alors qu'elles sont surreprésentées parmi les diplômés. Et quand je traitais de ce papier, dont je ne me souviens plus les noms des auteurs, mais je pourrais vous donner cela, il faisait la distinction que le taux de fécondité des femmes urbaines et rurales est éduquées et pas éduquées. Et paradoxalement, ça remonte plus dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et plus pour les femmes diplômées que pour les femmes non diplômées. Voilà. Et pour les riches que pour les... Et bien sûr, voilà. C'est exactement. Donc, vous avez une situation dans laquelle ces 6 fléaux expliquent cette situation très attendue du marché du travail. L'autre explication vient du côté demande par les entreprises. Donc, du côté demande par les entreprises, en fait, ce sont des pays dans lesquels ce qui est en vert ici, c'est l'emploi privé formel, informel, pardon, hein, le vert. Le jaune, c'est l'emploi public. L'emploi privé auto-entrepreneur, etc. Et puis vous avez en bleu l'emploi public. Et au milieu, là, ce qu'on a mis ici en petit marron, là, c'est l'emploi privé formel dans les entreprises. Il est très bas. Il est très très bas. Il est moins de 10%. Donc ça explique aussi l'atonie de l'emploi dans ces pays. Donc la part de l'emploi privé formel est très petit. Donc quand vous avez des chocs sur ces économies, touristes pour la Tunisie, pétrole pour l'Algérie, etc., l'emploi public diminue, vous allez le voir, et vous allez retrouver des gens qui vont être remis au chômage de manière tout à fait importante. Donc, et là, quand on distingue aussi l'emploi par taille des entreprises, on observe quoi? On observe que les micro-entreprises occupent l'essentiel de l'emploi. D'accord ? Ce sont des petites entreprises, hein, très très petites, et puis les grandes entreprises. Donc il y a une très forte polarisation sur les grandes et les petites, et puis il n'y en a pas de firmes de taille moyenne suffisante, et c'est elles qui sont les plus créatrices d'emplois. Alors pourquoi cette situation, du point de vue de la demande de travail par les entreprises, très atone aussi? Parce qu'il n'y a pas que l'offre, il n'y a pas que l'inadéquation de la population en termes de niveau d'éducation ou de qualification. Il y a un secteur privé qui est... et ça, c'est aussi une caractéristique institutionnelle des économies. On l'a vu avec la période Ben Ali, mais on le voit avec les arrestations actuelles en Algérie par l'armée, ce qui est tout à fait une autre question bizarre, car on n'est pas dans une justice, mais dans une opération de... Mais en même temps, c'est un indicateur intéressant. Ceux qui ont été arrêtés, en effet, sont les entreprises en collusion avec l'État. Pas avec l'État, avec le clan au pouvoir qui lui-même a passé des liens avec l'armée. Et donc c'est Haddad dans le bâtiment, les travaux publics et la construction, c'est ces gens qui sont dans ces domaines avec des marchés publics réservés, une volatilité du droit incroyable, du droit des affaires en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc ce capitalisme de copinage évince les entreprises les meilleures en termes de productivité. Il y a des travaux là-dessus. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas aussi de la Tunisie, ce fut le cas de la Tunisie, et c'est le cas de l'Algérie, où les entreprises les moins, disons les plus innovantes, celles qui sont les plus productives, sont évincées par une distorsion de concurrence, fabriquée de toutes pièces par des aides publiques, entre guillemets, des aides claniques, aux entreprises du copinage. Donc ceci explique également la faiblesse remarquable de l'emploi privé formel. Donc vous avez un emploi informel qui domine, une informalisation qui s'accroît même, et puis vous avez un emploi public qui fluctue en fonction des recettes publiques de l'État, et évidemment qui a baissé drastiquement au cours des dernières années, puisque je ne veux pas vous embêter avec des graphes, mais la part des dépenses publiques dans les pays de la région en moyenne, beaucoup plus pour les pays non pétroliers que pour les pays pétroliers, est passée environ de 50% à 25%, donc a chuté de moitié.
ce qui fait qu'évidemment, les services publics sont en crise totale dans ces économies. Alors, le taux de chômage des diplômés du supérieur, c'est une caractéristique également de la région. Je vous laisse juste regarder cela et on voit qu'en effet, les pays de la région se distinguent par des taux de chômage extrêmement élevés des diplômés du supérieur. Et je focalise sur l'Algérie pour voir, parce que ça c'est beaucoup plus simple. L'étude faite par un collègue qui est un thésard du CREAD, qui a fait sa thèse maintenant, qui est docteur, qui s'appelle Moundar El-Assassi, qui a fait sa thèse dans une co-tutelle avec Marseille et Alger, ce qui était une très bonne thèse, utilisant des données sur l'emploi à partir de données d'enquête intéressantes. Vous avez une croissance du chômage avec le niveau d'éducation, ce qui est exactement l'inverse dans les pays développés, puisque là, le taux l'enseignement supérieur, les diplômés du supérieur ont un taux de chômage beaucoup plus bas que ceux qui sont plus élevés que ceux qui sont sans instruction. Et on retrouve évidemment les femmes en priorité dans ce taux de chômage extrêmement élevé. Alors, je disais tout à l'heure, du côté de l'offre, si vous voulez, vous avez quelque chose qui est la problématique de la non-adéquation des qualifications, des performances de la main-d'œuvre qualifiée aux besoins du marché du travail. Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout du côté de la demande que pour ces pays, le problème se pose. En d'autres termes, la demande par les firmes, par les entreprises. C'est ça qui est tout à fait atone, c'est ça qui est tout à fait faible. Pour moi, c'était un peu l'angle mort des travaux sur le marché du travail. Ça va être de ne pas regarder les autres facteurs, autres que les compétences des jeunes qu'on met sur le marché du travail. Et cela, vraiment, est quelque chose de caractéristique pour les pays. Donc, ces pays ont tous progressé dans l'éducation. Mais si vous regardez les pays, le classement PISA, qui classe les pays en fonction des performances en matière de qualité de l'éducation, vous retrouvez par exemple l'Algérie là au dernier rang, alors que les progrès ont été tout à fait remarquables. Mais ils sont pratiquement à l'avant-dernier rang en matière de classement PISA, pour les sciences en bleu, pour la lecture et pour les mathématiques. Donc je veux dire, il y a une situation, et on les voit ici, les pays de la région, qui est une situation tout à fait dramatique par rapport à un Chili, par exemple, qui est un pays qui a décollé, qui est ici, ou même à la Turquie. Donc on a quelque chose qui est, effectivement, du point de vue de l'offre de travail, extrêmement inquiétant, une quantité de diplômés majeure, mais une qualité en décroissance, avec des difficultés d'adaptation. Et une grande exposition au choc des dépenses publiques. Ça, c'est le cas d'Algérie. Vous avez tous les types d'emplois qui ont été créés par l'État, par la subvention directe, et vous voyez que ça a augmenté dans les années 2000 avec la hausse du prix du pétrole. Et puis vous avez le retournement du prix du pétrole, et hop, les ENSEJ, tout ce qu'on a créé comme emploi subventionné par l'État, ont chuté directement avec la baisse du prix du pétrole, avec la hausse du déficit public et l'épuisement des recettes du fonds de recettes des hydrocarbures, qui était le fonds de régulation que l'Algérie avait créé, mais qui était juste une caisse, disons un compte du Trésor auprès de la Banque centrale, qui était utilisé ensuite pour le resservir dans le budget de l'État ou pour subventionner directement des choses. Alors, l'autre aspect du marché du travail que je pense que mes collègues ne vont pas aborder exactement ça directement, plus le marché du travail en tant que tel, donc ça me semblait complémentaire de poser cela. L'autre problématique de base, c'est qui explique la faiblesse de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est l'assignation à résidence dans les zones rurales. En d'autres termes, même si dans des zones, des grandes agglomérations, il pourrait y avoir de l'emploi dans certains secteurs, ou même on pourrait constater des difficultés de recrutement, les jeunes qui sont dans les zones urbaines, dans les zones rurales, montagneuses par exemple, comme ceux qui sont en Kabylie, en Algérie, ne peuvent pas accéder à l'emploi qui se trouve dans les agglomérations, parce que le coût du logement est un coût tout à fait prohibitif. Si vous prenez le cas de l'Algérie ici, encore une fois, je vous cite l'Algérie parce que ça explique bien les situations. Là, en termes, c'est le ratio du prix du logement sur le revenu moyen dans les pays de la région. C'est en nombre d'années de revenus. C'est le pays qui, en termes de nombre d'années de revenus, a le coût le plus élevé du logement. Et de manière très nette, donc je vois dans mon village, les jeunes qui sont en Kabylie, ils sont à 80% au chômage. C'est le taux de chômage officieux, réel, des zones rurales. Ils pourraient aller travailler, parce que par les relations interpersonnelles, ce que montre la thèse aussi de la Sissi, là, c'est que les hommes rentrent sur le marché du travail par les relations interpersonnelles, tandis que les femmes rentrent sur le marché du travail par les agences publiques.
la NPE de là-bas, etc. Enfin, et donc, c'est une division, disons, du travail, de l'insertion sur le marché du travail qui est intéressante à souligner. Donc, les jeunes peuvent, parce qu'ils ont un cousin ou quelqu'un qui a une petite entreprise à Alger, pourraient aller trouver un emploi. Mais le coût du logement est supérieur à leur salaire. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, vous avez une situation dans laquelle les jeunes sont assignés à résidence, sont sous la tyrannie des pères. J'appelle ça la tyrannie des pères parce que souvent les pères sont des émigrés qui ont transféré leur retraite au taux de change officieux, qui ont une prime de change énorme et qui évidemment donnent de l'argent à leurs enfants, ce qui est fait un effet d'éviction évidemment sur la possibilité de travailler, mais encore faut-il qu'il y ait du travail. Donc on a une situation qui est tout à fait dramatique du fait de ces situations. Et puis le dernier point, la corruption. Alors ça c'est le respect des lois. Et on voit que ces pays-là sont des pays qui ont les taux les plus mauvais en matière de corruption et de respect des lois. Que ce soit pour la corruption, l'Algérie et l'Égypte sont ceux qui ont les taux les plus mauvais. Donc ça érode les capabilities, la confiance en soi, et ça maintient les situations, les jeunes dans des situations tout à fait doubles, soit de déclassement local, même quand ils sont diplômés, donc sur le marché informel, marché de la construction, marché des services, déclassés, hein, on l'avait vu avec la Tunisie quand ce jeune s'était immolé, on le voit aussi dans d'autres endroits en Algérie, soit l'expatriation forcée. Et là, on arrive à l'autre fléau que je vous avais indiqué, le 4e fléau des pays de la région, c'est l'expatriation forcée. Alors là, je fais référence à un film qui est peut-être passé inaperçu, qui s'appelle Roma ou Lantouma en arabe, qui s'appelle Rome plutôt que vous, et qui est un film de Tariq Tekia, qui date d'une dizaine d'années, et qui fait l'état des lieux de cette question de la recherche de visa chez les jeunes en Algérie. Et on voit que c'est vraiment des problèmes institutionnels et des problèmes d'impossibilité de se projeter dans l'avenir qui font que je recommande ce film. Pour un économiste qui cite un film, c'est pas mal. Donc, voilà, faut changer de mes graphiques. Alors, évidemment, la soupape de sécurité, c'est l'émigration. L'émigration déqualifiée est anormalement élevée. Le taux d'expatriation, ce que montre la littérature économique là-dessus, c'est que le taux d'expatriation déqualifié est très élevé pour les pays très pauvres, qui ont d'ailleurs un taux d'exploitation global plus bas, parce que les coûts de mobilité, les coûts d'émigration sont très, très, très forts. Et par contre, les taux d'expatriation déqualifiés, les taux d'émigration déqualifiés, chez les pays à revenus intermédiaires, comme la Chine, l'Inde, etc., sont des taux qui avoisinent 6-7%, contre 50% en moyenne pour les pays pauvres. Et si vous prenez les pays de la région, ils sont tous à 20%. Donc alors que le revenu par tête est le même que celui de l'Inde, de la Chine, etc., en termes de revenus par tête. Donc à revenu par tête égal, ils font un taux d'expatriation de leurs qualifiés 2 fois plus élevé. Donc à cause des rentes sur le marché du travail déqualifiées. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est très importante. Et quand vous voyez ce qui se passe, là, c'est les chiffres que j'ai récoltés récemment d'une base de données de l'OCDE sur les flux d'immigration. On voit ici que c'est le Maroc qui est le premier. Le Maroc cache beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il a à la fois des performances apparentes majeures, mais le bouillonnement de la société marocaine, chez les jeunes en particulier, est quelque chose qui est montré ici par le fait que les flux d'immigration sont environ de 80 000 par an, et ils sont 2 fois plus élevés que pour ceux des autres pays de la région. Et on voit évidemment que les autres pays, l'Algérie également, est en situation de 40 000 par an. Et pourquoi c'est stable ? C'est pas stable parce que le taux est stable, c'est stable parce que les politiques se sont durcies considérablement et que les barrières à l'immigration sont devenues absolument catastrophiques, de sorte que vous avez cette stabilité des flux officiels d'émigration. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste l'émigration irrégulière. Alors, il reste l'immigration irrégulière. Et en fait, quand vous regardez, je me retourne vers mon ami et collègue, quand vous regardez juste ce qui s'est passé en 2017, avant le bouleversement du 22 février, le soulèvement du 22 février 2019, vous aviez une question majeure, je vous y reviendrai pas, sur la question des émigrés, des haragas, etc., qui sont partis dans des barques de fortune, et vous avez eu cette manifestation majeure qui est passée pas inaperçue, parce qu'en Algérie, ça avait fait quelque chose d'absolument
un bruit considérable dans les familles, parce qu'il y a eu des morts dans les barques, de gens qualifiés, de gens éduqués, etc., qui sont partis, peu importe. Et vous avez eu cette manifestation de parents et proches à Oran en 2018, à Béjaïa également, dans toute une série de villes, hein, vous avez vu ça, et qui a été un des facteurs aussi du soulèvement. Et vous avez donc regardez la situation des émigrés qui sont partis. Plus ils sont qualifiés, plus ils sont diplômés, plus ils peuvent traverser les frontières et plus ils peuvent aller vers, en particulier, les États-Unis. On voit ici la répartition de l'émigration selon le niveau d'éducation. Ici, elle est relativement peu qualifiée en Europe, l'émigration des pays de la région en Europe. Vous voyez que majoritairement à 60%, c'est des non-qualifiés qui sont parce qu'on les a fait venir parce qu'ils n'étaient pas qualifiés dans les années 60. Et en stock, évidemment, vous avez une proportion de non-qualifiés plus grande. Par contre, dans les nouvelles vagues d'immigration, vous avez un nombre de qualifiés plus grand. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Et dans les nouvelles vagues d'immigration en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est exactement l'inverse. Vous avez très peu de peu qualifiés et surtout des très qualifiés qui partent là. Donc il y a une situation qui est tout à fait qui est en augmentation et qui prédit en quelque sorte une poursuite de l'exit comme solution de révolte ou d'expression. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi en Algérie, avec les soulèvements actuels, on a eu ce qu'on a appelé une sorte de procrastination dans les décisions d'émigration. Des jeunes qui devaient partir ont décidé de ne pas partir. Ça, c'est un signal qui est tout à fait important, parce que contrairement à l'hypothèque qu'on a ici de l'autre côté de la Méditerranée, ici du côté français, qui considère, je parle de la diplomatie, je ne parle pas de la population, bien qu'elle ne se soit pas beaucoup, à part la diaspora, mobilisée pour soutenir les événements en Algérie, mais je pense que le soulèvement en Algérie, je pense qu'il y a une erreur diplomatique majeure qui est commise, cette erreur est la suivante: la peur du soulèvement est corrélée avec la peur de l'afflux d'émigrés. En d'autres termes, l'hypothèque que fait le pouvoir, j'étais à l'Élysée y compris, c'est que l'hypothèse qu'ils font, c'est que si il y a un relâchement des contrôles par un processus révolutionnaire qui va jusqu'au bout en Algérie, les gens vont venir massivement. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Si on a une situation à la soudanaise dans laquelle le pouvoir militaire confisque le processus révolutionnaire, on va avoir un afflux d'émigrés considérable. Et là, quand on regarde les décisions de reporter la décision d'émigrer par les jeunes qui devaient partir, c'est quand même un phénomène qui est tout à fait intéressant pour l'avenir. Voilà, merci. Merci infiniment. Le diagnostic est précis, fondé, et donc ça nous donne du grain à moudre. Je pense qu'on aura des discussions après. Est-ce que, Nadji, vous voulez bien prendre la suite à partir de ces éléments? Tout à fait. Merci. Bien. Alors, je crois que j'ai la chance d'intervenir après notre collègue Mouhoum Mouhoud, parce qu'il a bien délimité le cadre. On a une vision d'ensemble, et donc ça va me permettre d'éviter un certain nombre de choses que je voulais vous présenter, et je vais me concentrer sur ce qui fait le cœur de mon exposé, que j'ai intitulé « Le Maghreb face aux défis de l'emploi ». Je voulais me concentrer plus précisément sur les pays du Maghreb. Alors, ce qu'on peut dire très rapidement, ça a été déjà dit dans l'exposé, il y a une prise de conscience au niveau international, au niveau mondial, que la situation des pays de la zone MENA, donc y compris le Maghreb, MENA est en Middle East and North Africa, donc y compris le Maghreb, est une zone dans laquelle les problèmes d'emploi se pose avec une acuité toute particulière. C'est la région qui, au monde, a des performances en matière d'emploi particulièrement faibles. Et les rapports sur ce thème abondent. Je dirais qu'en moyenne, 2 fois par an, il y a un rapport important qui revient sur le constat. Un constat qui vient d'être fait par notre collègue. Alors que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
l'Organisation internationale du travail, la Banque africaine de développement. J'ai ici une série de références. Il vous suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche Maghreb et emploi ou bien MENA et emploi et vous verrez tous ces rapports. Alors, l'élément important à mon avis pour bien situer le problème, c'est que la région, donc je me concentre là sur le Maghreb, c'est que la région présente un certain nombre d'insuffisances dont la plupart viennent d'être exposées par Mouhoub, mais j'aimerais insister sur deux d'entre elles qui me paraissent absolument essentielles. Un, et c'est un facteur décisif, c'est la faiblesse de l'intégration économique régionale. Moi, je considère que la faiblesse de l'intégration économique régionale est à l'origine d'un certain nombre de déséquilibres structurels qui affectent la région. Il y a eu beaucoup d'études faites sur ce que l'on appelle le non-Maghreb, et on considère qu'en règle générale, le non-Maghreb a eu comme conséquence, peu importe les chiffres, disons autour de 2% de points de croissance. Si vous faites le calcul et si vous considérez ça sur une longue période, vous verrez qu'en fait, c'est une source majeure des déséquilibres au niveau de la région. Deuxième question qui me paraît absolument décisive, c'est la question des systèmes éducatifs. Ça a été évoqué par notre collègue, mais j'aimerais revenir dessus parce que de mon point de vue, c'est absolument décisif. La dernière enquête PISA, c'est l'enquête de 2015, on voit bien les performances, les deux pays du Maghreb qui ont participé à l'enquête, parce que tous les pays ne participent pas tous les ans à toutes les enquêtes. D'ailleurs, l'enquête n'est même pas annuelle, je disais des bêtises. Bref, pour la dernière enquête disponible 2015, l'Algérie est avant-dernière sur 70 pays. Il y a 70 pays qui ont participé à l'enquête PISA. Le dernier pays, c'est la République dominicaine. L'Algérie est 69e et la Tunisie est à peu près 67e. C'est-à-dire qu'on est en présence de systèmes éducatifs qui ont des performances quantitatives formelles, mais qui ont des performances qualitatives très faibles. Notre collègue a évoqué le nombre d'universités qui ont été construites. En fait, ce sont de mon point de vue, d'immenses garderies pour des adolescents. Et donc, à partir de là, on voit déjà se former un premier ensemble de problèmes qui vont avoir des répercussions directes sur l'emploi. La deuxième source directe qui aura des répercussions sur l'emploi pour ces pays, c'est ce sont, disons, un ensemble de caractéristiques autour de l'économie. Ce sont des économies qui ne sont pas des économies, suffisamment diversifiées, et deux, qui ne sont pas compétitives au plan international. Je pense que c'est un élément extrêmement important. On a affaire à des économies qui sont entrées dans une espèce de cercle vicieux lié à la nature des régimes politiques et un certain nombre de complaisances dont ils ont pu bénéficier au plan international. Et finalement, on a des économies qui ne sont pas des économies compétitives et donc qui sont des économies qui n'arrivent pas à se diversifier en étant ouvertes sur le marché mondial. Et ça a comme conséquence des économies dans lesquelles il y a très peu de secteurs productifs modernes, compétitifs. Il y a une grande majorité d'entreprises qui sont des petites entreprises, ça a déjà été souligné, mais qui sont aussi liées au marché, au secteur plutôt, disons, au secteur informel. Le secteur informel est extrêmement important dans ces économies. On est dans des pays
dans lesquels on considère que le secteur informel représente entre 30 et 50% du PIB, ce qui est absolument énorme. Alors, les conséquences, elles vont être évidentes. Le taux de chômage des jeunes est en moyenne, au niveau des pays du Maghreb, est en moyenne de 30%, soit le double de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale se situant, d'après, si on prend toutes ces études dont je vous ai parlé, les dernières études, situe le taux de chômage des jeunes à l'échelle mondiale autour de 15%. Or, nous sommes dans des pays dans lesquels ce taux de chômage des jeunes est autour de 30%. Les derniers chiffres que j'ai pu avoir donnent Tunisie 35%, Algérie 30%, Maroc 22%. Si on prend l'Algérie, je me concentre sur l'Algérie parce que c'est le pays que je connais le mieux. Personnellement, je pense que même le pourcentage de 30% est sous-évalué. On est probablement autour de 35 à 40%, avec une concentration particulière dans certaines zones géographiques, des zones montagneuses, des zones éloignées des quelques pôles urbains, où on atteint, d'après des enquêtes ponctuelles, où on atteint des taux de 60-70% de jeunes qui sont sans emploi. Alors, les conséquences, parce qu'il ne suffit pas de faire le constat, le constat est certes important, mais il faut voir un peu les conséquences de tout ça. Première conséquence qui me paraît absolument décisive, c'est de voir que cette situation est une situation qui va être difficilement, comment dirais-je, rattrapable en quelque sorte. Il est difficile d'imaginer que par une opération de magie, on puisse du jour au lendemain arriver à prendre en charge ces problèmes d'emploi. D'après les estimations que j'ai pu faire, au niveau du Maghreb, il y a sensiblement 1 million à 1,2 million d'entrants sur le marché du travail par an, au niveau de l'ensemble des pays. Alors, comment va-t-on créer les postes de travail qui seront en mesure de prendre en charge ce million ou 1,2 million qui chaque année arrivent sur le marché du travail? Je pense qu'on est dans une situation, et là je me concentrerai sur les aspects politiques, parce que je pense que c'est une dimension importante de notre débat. Souvent la presse utilise, la presse ou même beaucoup d'interventions universitaires, utilise l'image et l'expression de bombe à retardement. On considère que c'est une bombe à retardement. Ce sont en fait des millions de jeunes qui sont là, qui arrivent sur le marché du travail, qui ne trouvent pas de travail, qui essayent de s'insérer en fonction de réseaux familiaux, en fonction de certaines circonstances qu'ils arrivent à maîtriser. Mais en réalité, cette insertion se déroule en règle générale très mal. Personnellement, j'utilise un concept qui a été créé par un économiste britannique, Standing, et qui est le concept de précariat. C'est un concept créé en mélangeant, vous vous en doutez, le précaire, précarité et prolétariat. Et Standing, dans ses analyses sur les sociétés européennes, considère que ce précariat constitue une classe
nouvelle qui est présente dans la société, qui est porteuse d'un projet, qui est porteuse d'espoir, qui est porteuse d'instabilité, etc., etc. Je pense qu'on peut reprendre cette notion dans les pays du Maghreb. Personnellement, je l'ai déjà utilisé. Je pense que ce précariat est une classe nouvelle qui joue un rôle très important dans toutes les sociétés, non seulement du Maghreb, mais à mon avis, au niveau de toute la région MENA. Moi, je prends toujours l'exemple du malheureux citoyen tunisien qui a décidé de s'immoler par le feu, Mohamed Bouazizi. Pour moi, il est typique de cette classe de précaires. C'était quelqu'un qui vendait des légumes et des fruits sur une espèce de charrette, et parce que c'est le moyen qu'il avait trouvé pour vivre et pour survivre. Je pense que c'est tout à fait typique des enjeux qui se posent actuellement dans les sociétés maghrébines. Et quand on parle de bombes à retardement, je reviens à l'expression qui est souvent utilisée, je pense que c'est une réalité parce que on est en présence de millions, je dis bien de millions, de citoyens qui n'ont pas de projet d'avenir fiable, qui vivent au jour le jour, qui vivotent, qui survivent. Moi, j'ai fait un calcul pour l'Algérie. Je me suis basé sur la dernière enquête emploi-salaire faite en Algérie, qui remonte à 2015, qui est une enquête faite par l'Office national de la statistique. Donc j'ai pris les statistiques officielles. Et en additionnant les sans-emploi, ceux qui ont les aides familiaux, ceux qui ont des emplois irréguliers, etc., je vous fais grâce des détails. On arrive, sur la base des chiffres officiels, à un total de 4 387 000, etc. Et à mon avis, ces chiffres sont probablement sous-estimés. Sans, disons, les surestimer non plus, je pense que raisonnablement, on peut considérer qu'il y a au sein de la société algérienne 5 millions de jeunes, je dis bien de jeunes, qui n'ont pas de statut économique stable. Et ce sont ces jeunes qui vont constituer la base sociale de tous les mouvements de contestation d'une situation qu'ils considèrent comme étant, et probablement légitimement, de leur point de vue, injuste. Ça ne veut pas dire que dans le mouvement qui se déroule actuellement, tous ceux qui manifestent sont des précaires, loin de là, mais ça veut dire que ces précaires existent et ils constituent une espèce d'armée de réserve en quelque sorte. Ils sont disponibles pour toutes les contestations possibles parce qu'ils considèrent que la situation qu'ils vivent est une situation profondément injuste et ils doivent lutter pour la changer. Voilà, c'est un exposé assez rapide. Beaucoup de choses avaient déjà été dites par notre collègue Mouhoub. Mais moi, j'insisterai donc beaucoup sur les conséquences de cette situation, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un tableau économique, aussi juste soit-il. Il faut voir aussi les conséquences. Et je terminerai par là, d'autant que les perspectives de la région, de mon point de vue, sont délimitées par deux contraintes majeures. La première contrainte majeure, c'est la concurrence de l'Asie. Le problème, c'est que le Maghreb ne se présente pas comme zone, entre guillemets, au niveau mondial pour attirer des investissements, pour attirer des investisseurs. Comme ça, il n'est pas seul.
Il n'est pas seul sur cette planète. Il y a une très forte concurrence de l'Asie et un examen des investissements, par exemple français, montre qu'ils sont plus importants en Asie qu'au Maghreb. Et ceci a des raisons. La deuxième contrainte majeure, ce sont toutes les mutations technologiques en termes de robotisation, d'intelligence artificielle, qui vont peser sur l'emploi industriel dans le monde et qui, d'une manière ou d'une autre, auront des conséquences sur le Maghreb. Alors, comment le Maghreb va être en mesure de répondre à ces enjeux? Je pense que c'est la grande question pour les années à venir. Voilà, je vous remercie. Moi, merci beaucoup de ce complément tout à fait précieux du diagnostic global. Je pense que vraiment il y a beaucoup de questions qui se posent et qu'on va vous poser. C'est intéressant maintenant de passer d'un pays qui est fondamentalement un pays de rente, enfin où il y a quand même une forte dimension de la rente pétrolière et gazière, à un pays qui n'en dispose pas de ce côté-là, mais où il y a un diagnostic au niveau social, disons, qui ressemble d'une certaine manière pour certains côtés à ce qui vient d'être raconté. Merci Emmanuel Ferragine. Bon, merci pour l'invitation et merci pour les présentations qui m'ont précédé. Avant de commencer ce que j'avais planifié de discuter, je voulais faire 3 points sur ce que j'ai entendu que je pense sont intéressants pour comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et en Europe en général. Donc les premiers, beaucoup de discussions sur l'intégration régionale. Et c'est intéressant que les débats sur l'intégration régionale du Maghreb se fassent aussi dans un moment où le processus d'intégration européenne est en train de faire faillite, et faillite grave. Et ça sera en partie de la discussion qu'on aura. Donc, première chose, intégration régionale, capacité de rattraper le développement économique. Mais qu'est-ce qui se passe dans les endroits où cette intégration a été faite? Dans les endroits moins forts, moins performants. Deuxièmement, le problème de l'emploi. Donc, beaucoup d'informels. Ce que je veux vous montrer plutôt dans ma présentation, c'est qu'en fait, il y a trop de monde sur le monde du travail. Et qu'on n'a jamais eu si tant de monde sur le monde du travail tel qu'on a aujourd'hui dans les pays européens, bon, en particulier dans les pays méditerranéens du côté nord, entre guillemets. Et l'autre chose qui me fait réfléchir de ce qui a été dit, c'est sur la compétitivité. Bon, on verra que l'idée de comment on se place sur le monde, même pour des pays qui sont plus performants, est très complexe par rapport aux politiques publiques qui sont choisies au niveau monétaire et économique pour achever cette compétitivité. Et notamment, la peur que j'ai quand j'entends certaines discussions sur le Maghreb, c'est que les pays du Maghreb, en essayant de rentrer dans la compétition internationale, bon, ils se trouvent dans des situations similaires à celles de la Grèce ou de l'Italie en ce moment. Donc c'est quand même intéressant de voir comment un certain type de discours dans des pays qui ont des indicateurs sur le marché du travail particulièrement mauvais creusent sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans des pays qui ont choisi une stratégie de modernisation, mais qui n'a pas forcément abouti et achevé. Et après, la dernière chose, la mention de Guy Standing est assez intéressante parce que je vais en faire référence aussi dans ce que j'ai dit. Pour discuter, si on peut discuter vraiment des classes, quand on parle des gens qui sont précarisés sur le monde du travail. Et la notion des classes, c'est une notion compliquée en sociologie, mais c'est intéressant de voir en fait comment les notions des changements de l'emploi qu'on a aujourd'hui, parallèles en fait les notions des classes qu'on a pu étudier dans le 19e siècle. Bon, là, je reviens un peu sur ce que j'avais prévu, mais je pense que c'est important de voir toutes les connexions qu'il y a et aussi les reversements qu'il y a sur les débats par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, les premiers constats, pour ouvrir un peu ces discussions sur les pays méditerranéens, mais sur les changements du monde du travail qu'on voit en Europe et en particulier en Italie et dans les mondes méditerranéens, c'est qu'aujourd'hui, on est en phase de l'accumulation capitaliste qui ne marche plus. En fait, dans les dernières 40 ans, on a eu un système économique qui a poussé sous certaines directions, et la direction principale, c'était celle de faire augmenter l'emploi. Mais ce qu'on voit comme constat au fur et à mesure de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette poussée sur la création de l'emploi a aussi produit l'effet que vous pouvez juger si paradoxal ou non. Moi, je ne pense pas que ce soit paradoxal, moi je pense que c'est très voulu, d'affaiblir en fait
les travail. Donc au moment où en Europe et dans les pays méditerranéens du Nord, on a les plus hauts nombres des gens sur les marchés du travail, on est en même temps au moment historique où le travail est plus faible dans les dernières 40 ou 50 ans. Et ça, c'est très important dans le sens qu'en fait, les changements de la période d'accumulation capitaliste, c'est ce qu'on appelle néolibéralisme aujourd'hui dans la presse, mais bon, cette phase poussée des forces du capital, si vous n'êtes pas d'accord avec la notion de néolibéralisme en soi-même, comment cette poussée du capital qui affaiblit le travail change et a changé les bases sociales qui ont soutenu cette forme d'accumulation du travail. En fait, si vous voulez, c'est tout un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'une phase d'expansion capitaliste qui s'est basée sur l'accroissement du nombre de gens qui sont entrés sur les marchés du travail a en même temps changé la composition sociale des gens qui font partie du monde du travail. Donc en fait, les capitales, en s'enrichissant, a affaibli les bases sociales qui ont eux-mêmes lui permis de prospérer dans les dernières 40 ans. Et ça, ce type de citation a été très bien lu par je ne sais pas s'il est défini en économiste, c'est qu'en anglais, ça se définirait political economist. Moi, en français, j'ai toujours du mal. C'est des gens qui se situent entre la politique, la science politique et la science économique. Polanyi, dans la grande transformation, comment il avait discuté qu'en fait, pour chaque poussée qui a du capitalisme, en fait, à mettre tout sur les marchés, on pourra discuter de ce type d'aspect, mais mettre sur les marchés de plus en plus des choses, de plus en plus des services, de plus en plus des parties de la vie privée. En fait, pour chaque poussée du marché, il y a une contre-poussée qui vient en tant qu'élection de la population par rapport à cette volonté de faire partie du marché. Et donc, en fait, si vous prenez le travail comme exemple, le travail, c'est vrai que c'est un bien marchand, mais c'est aussi un bien social. Et c'est en fait, on rend les marchés totalement économiques, on stimule en fait la réaction sociale des personnes qui sont ancrées à ces marchés du travail. Mais ça on veut les voir. En fait, les débouchés, et la vraie question de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de voir comment la montée et la transformation de la composition sociale, ce que j'appelle la majorité invisible, et je vais vous montrer pourquoi je l'appelle majorité invisible, est strictement liée à cette phase d'accumulation poussée et à cette phase de monopolisation capitaliste qui est en train de vivre. Donc ce que je vais faire dans cet exposé, c'est avant tout de vous expliquer pourquoi je parle de ça et comment cette grande théorie au niveau macroéconomique, ça s'explique par des mécanismes fins de changement de la composition de la force travail, ce que j'appelle la montée de la majorité invisible. Et de l'autre côté, je vais l'ancrer au cas italien. Alors qu'est-ce que c'est ces contextes macro? Ces contextes macro, je vais vous le faire simple. C'est d'un côté cette poussée du marché que j'ai discuté, et de l'autre, c'est les choix qu'on a fait en termes de processus d'intégration européenne. C'est-à-dire qu'en fait, dans un moment où il y a une crise du système européen au début des années 70 et du modèle d'accumulation keynésienne, donc du modèle d'accumulation qui était basé sur l'accroissement de l'emploi même par la dette, en fait, à cette époque-là, on est en 71, on a choisi. Quand, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où Nixon a déclaré que c'était plus possible de convertir l'or en dollars. Donc, mais pourquoi ça c'était important? Ça c'était important parce qu'en fait, toutes les économies des pays occidentaux s'étaient attachées au dollar et ça donnait une stabilité au contexte macroéconomique. Donc, au moment où ça n'est plus vrai, où ça ne marche plus pour les États-Unis, en fait, l'Europe doit trouver une nouvelle manière de stabiliser les flux monétaires. Et cette nouvelle manière qui a été trouvée de stabiliser les flux monétaires a été de faire passer l'intégration européenne par les biais économiques et par les biais de la coordination monétaire. Donc avant, il y avait, je ne sais pas comment vous dites ça en français, les serpents monétaires, ouais, les snakes, les serpents monétaires. Après, les serpents monétaires, c'est progressivement réduit jusqu'à devenir une monnaie commune, qui est l'euro. Et donc, on va voir comment cette trajectoire de monnaie commune a un impact énorme sur les marchés du travail, et en particulier sur les marchés du travail pour les jeunes. Et en Europe, bon, je vous montrerai particulièrement ça en Italie. Mais après, ça, c'est les contextes macroéconomiques. Mais comment on arrive de ces contextes macroéconomiques à la montée de ce que j'appelle majorité invisible? Il y a deux mécanismes de propagation. Il y en a beaucoup de mécanismes de propagation, il y a la démographie, il y a les changements technologiques. Mais si on regarde du point de vue institutionnel, il y en a deux qui sont très importants.
Très important. La première, c'est la transformation du marché du travail pour s'adapter à cet environnement compétitif où tout le monde a la même monnaie. Et le deuxième, c'est l'affaiblissement de l'État-providence. C'est-à-dire que pour réduire les coûts sociaux nécessaires à engager ces processus d'accroissement de l'emploi, on a affaibli l'État-providence. Et donc, contexte macroéconomique, néolibéralisme et nouveau changement du processus d'intégration monétaire, mécanisme de changement, marché du travail et affaiblissement de l'État-providence, conséquence, augmentation des 3 catégories de personnes à l'intérieur de l'espace européen. La première catégorie, c'est les chômeurs. La deuxième catégorie, c'est les précariats, que Guy Stenning a emprunté comme notion à l'italien. Guy Stenning, il a beaucoup vécu en Italie. Et en fait, en italien, on a toujours un mot pour dire ça, c'est precariato. C'est un mot qui est très vieux en italien, qui date au moins de des décennies. Et Guy Stenning, il a en fait utilisé cette formule et l'a mis dans la langue anglaise tout en la reprenant par rapport à l'italien. On verra bien, parce qu'en italien, on a cette notion très forte de précariat. À l'intérieur du précariat, on a tout l'emploi atypique, ou pour emploi atypique, on entend tous les emplois qui ne sont pas permanents, donc des emplois de court terme, des emplois qui sont dans des conditions particulières de travail, donc à heure réduite, par exemple temps partiel, mais aussi des emplois qui sont particulièrement durs, qui sont faits pendant la nuit et dans d'autres conditions plus désagréables. Et l'autre catégorie, c'est bien évidemment les chômeurs et finalement les gens qui ont vu les revenus stagner très proches du point de pauvreté. Parce que ça, c'est très important de mettre à l'histoire. Souvent, on discute beaucoup des transformations du marché du travail, mais on oublie l'autre composante fondamentale qui est la stagnation du revenu. Donc les gens, ils peuvent bien travailler même à temps plein, mais si en travaillant à temps plein, ces gens, ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de revenus pour vivre d'une manière acceptable, on n'a pas fait un grand boulot, en fait. Et c'est ça que j'appelle majorité invisible. On verra pourquoi je l'appelle majorité, même si ce n'est pas majorité, et ça, voir ce qu'on disait après par rapport au discours des classes, parce que c'est un nombre de personnes qui sont en train de s'accroître, donc les chômeurs, les précaires et les gens proches de la seuil de pauvreté sont en train de monter un peu partout en Europe, comme on va voir, mais particulièrement dans les pays méditerranéens et particulièrement dans les cas italiens. Donc c'est pour ça que j'utilise les concepts de montée des majorités invisibles. Et deuxième, pourquoi invisibles ? Pourquoi je les appelle invisibles? Et ça, c'est très important en termes de conséquences des transformations économiques. Donc c'est la partie plus sociologique de ce que je veux vous dire. Ils sont invisibles pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui sont affectés par ces statuts socio-économiques que je viens de vous expliquer, c'est des gens qui participent moins à la vie politique et sociale, même tous s'intéressant à la politique plus que les autres. On verra ça en termes de données en Italie. Et l'autre raison pour laquelle ils sont invisibles, c'est que les pays qui traditionnellement étaient à gauche ou les partis progressistes, ils ne les voient pas, ils ne les ont pas vus pour 20 ans ou 25 ans, et ça s'applique soit aux syndicats, mais aussi à tous les partis socialistes et les partis sociodémocrates. Et la disparition des partis socialistes et sociodémocrates, à mon avis, moi j'aime beaucoup discuter sur ça, sur les cas italiens, ça fait des années que j'en discute, est déterminée par la montée des gens dans ce type de conditions, surtout les jeunes, qui n'ont aucune raison pour voter les vieux partis socialistes et pour adhérer à des syndicats qui n'ont jamais protégé les statuts sur les marchés du travail. Et donc, je prends cette illustration générale et je l'applique au cas italien. Pourquoi? Parce que le cas italien est un cas extrême. Et l'Italie, c'est un pays qui a toujours anticipé des tendances. Malheureusement, pour nous, des tendances négatives, je dirais, si on veut donner un jugement de valeur. Mais l'Italie, c'est le pays qui a inventé le fascisme. L'autoritarisme en Europe n'a pas été inventé par Hitler, mais c'est Mussolini qui a commencé un certain type de poussée, pour des raisons très particulières qui ont à voir avec la structure socio-économique du pays et l'importance de la petite bourgeoisie italienne et ses pairs. Le deuxième, c'est que l'Italie a subi une transformation économique industrielle, un achèvement du post-fordisme assez particulier. L'Italie, c'est le pays qui a beaucoup innové dans l'économie des services et dans la petite entreprise. On utilise beaucoup l'expression « troisième Italie ». Mais toute cette économie qui échappait un peu à la production fordiste s'est effondrée totalement et souffre totalement dans les contextes économiques qu'on a vécu. Troisième raison, c'est la raison politique. L'Italie, c'est un des premiers pays en Europe qui a transformé son propre parti socialiste. En fait, Craxi, en 1984, en Italie, déjà parlait d'espèces de nouvelles voies pour les socialistes. C'est la voie qui après a été empruntée par Tony Blair, par exemple, mais qui en France avait été déjà empruntée par Mitterrand. Et c'est cette idée
qu'en fait, même les partis socialistes doivent accepter la flexibilisation du marché du travail pour pouvoir permettre au travail et au nombre d'employés d'augmenter. Et finalement, l'Italie, c'est un pays qui est très innovatif du point de vue du populisme. On a innové avec Berlusconi déjà aux années 90, quand dans les autres pays européens, ces phénomènes n'existaient pas. On a innové avec un parti comme le Mouvement 5 étoiles, qui est un parti assez unique, assez spécial, et que les gens ont du mal à caser. Et l'Italie continue à innover aujourd'hui avec la Lega Nord et sa capacité à, en fait, avoir une dominance assez forte, tout en utilisant des messages populistes qui sont très liés à toutes les choses qu'on va discuter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller très rapidement sur ce qui s'est passé sur le marché du travail. En fait, on est passé d'un système fordiste. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système fordiste? Bon, dans le système fordiste, il s'est passé une chose très simple. Les gens, ils travaillaient dans des industries où il y avait des accroissements des salaires automatiques. En fait, les capitalistes investissaient dans la production industrielle. Et l'effet d'investir des capitaux dans la production industrielle, ça ramenait des augmentations automatiques des salaires. Les augmentations automatiques des salaires, parce qu'en fait, les employés, ils produisaient plus de voitures, hein, si vous voulez les voir à l'intérieur de l'usine. Oui, des gains de productivité automatiques. Ça aidait les gens, en fait, à augmenter leur salaire bien en dessus de leur niveau de subsistance. Ça permettait aux gens de consommer plus et de vivre plutôt bien. Bah, au bout d'un moment, vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport à la crise monétaire de 1971, bah, ces systèmes ne marchent plus trop bien. En fait, les taux de croissance commencent à ne plus augmenter. Et il y a une mobilité fonctionnelle du capital, c'est-à-dire les capitalistes commencent à investir dans des secteurs qui donnent à un niveau plus élevé des profits. Mais ces secteurs, ce n'est pas forcément les secteurs qui donnent plus de travail, notamment la finance et l'économie des services. À l'intérieur de l'économie des services, vous avez beaucoup moins de gains de productivité qu'à l'intérieur de l'économie industrielle. Vous pouvez les voir très physiquement si vous comparez les gens qui travaillent dans une usine ou des gens qui font des cafés chez Starbucks. Il y a un certain nombre de cafés que vous pouvez produire chez Starbucks. Mais il y a une autre chose qui s'est passée à l'intérieur de cette économie, c'est la polarisation extrême de qui gagnait les profits. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans la finance, mais qui aujourd'hui aussi travaillent dans les services à très forte valeur ajoutée, imaginez Google et Facebook, bah, ils prennent toute cette productivité en augmentation de salaire, alors que les gens qui travaillent dans les services de bas niveau, ils ne gagnent pas des salaires comme ils faisaient les travailleurs industriels. Et donc, pour réagir à ce type de situation, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de flexibiliser les marchés du travail. C'est-à-dire, vu qu'il n'y avait plus de croissance économique, et en n'ayant pas de croissance économique, les chômages allaient monter, bah on s'est dit, bon, on va flexibiliser l'emploi, et tout en flexibilisant l'emploi, on aura la possibilité d'avoir plus de personnes qui rentrent sur le marché du travail et de compenser pour ce qui se passe pour la baisse progressive des salaires. Si vous allez regarder tous les rapports qui ont été faits par l'OCDE et les agences internationales dans les dernières 30 ans, l'idée c'était pousser les gens à l'emploi. Si on regarde des données très simples, il se sont passées des choses au niveau général. Donc, ça, c'est un graphique qui vous montre la croissance du PIB dans tous les pays, dans plusieurs pays européens. Bon, vous avez, même si vous avez, les taux d'accroissement ne sont pas similaires à ceux qu'on a expérimentés après la Deuxième Guerre mondiale, quand même presque dans tous les pays, avec des pays plus intéressants comme l'Italie qui ont une croissance un peu plus monotone, bah, partout, la production, la croissance économique a monté, hein, même si pas à des niveaux comme on avait avant. Mais de l'autre côté, et ça c'est la partie grave de l'histoire, les salaires en pourcentage du PIB n'ont pas augmenté. Regardez. Normalement, les salaires devraient, dans une économie normale, les salaires devraient suivre l'augmentation du PIB. Vous n'avez pas ça du tout dans les dernières 30 ans. Et notamment, vous avez des cas assez durs comme l'Irlande qui a eu des crises très fortes, mais même la Suède, qui était très longuement considérée comme un modèle, vous voyez cette stagnation. Aux États-Unis, là je n'ai pas les graphes sur les États-Unis, c'est encore pire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une érosion du revenu, pas seulement des pauvres, pas seulement des gens des classes basses, mais aussi des classes moyennes. Et tous les gains, en fait, au niveau du PIB, vont aller d'un très peu d'aimant. Et donc, ça explique une partie de la polarisation
qu'on voit au niveau du revenu, de la richesse en Europe. Mais après, il y a encore un troisième phénomène qui se passe et qui est très intéressant par rapport à la discussion qu'on a eu avant. Ben, en fait, les nombres des gens, les gens qui sont actifs sur les marchés du travail augmentent. Et ça, encore à nouveau, ça met une pression sur les salaires. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une croissance économique, vous contrôlez les salaires en flexibilisant les marchés du travail, en faisant des lois qui défavorisent beaucoup de gens, surtout ceux qui sont sur la périphérie du marché du travail. Mais les nombres de gens qui rentrent sur le marché du travail continuent à augmenter constamment. Et là, quand je parle des taux de participation, j'inclus bien évidemment, comme a été dit avant, les chômeurs et les gens qui travaillent, et les gens employés. Mais ça, c'est tous les gens qui cherchent du travail. Donc en fait, vous avez constamment des choses qui se passent tous ensemble. Et dernière chose, encore ça à faire les paires avec ça, donc croissance économique, stagnation du revenu des familles par rapport au ce que vous avez vu. Et les cas de l'Italie, particulièrement fort, hein, totalement plat. Donc voilà pour les contextes. Et c'est un contexte dans lequel en fait c'est très difficile de trouver des moyens de s'en sortir à l'intérieur de ce type de système économique. C'est-à-dire que ce type de système économique continue à survivre sur la base, sur l'exploitation, en fait, des gens qui sont dans la périphérie du marché du travail. Et bon, venons à notre cas italien. Ces graphes vous montrent, en fait, les trois catégories de travailleurs que j'ai dit font partie de cette potentielle majorité invisible. Donc, vous avez les chômeurs, vous avez les gens qui travaillent part-time, et vous avez les gens qui travaillent de manière temporaire. Là, vous avez les gens qui travaillent d'une manière temporaire, qui ont monté de 4% en 1983 à 20% aujourd'hui. Et tous ces gens en Italie ne sont pas garantis par des politiques sociales et par des aides sociales comme en France. Hein. Il y a beaucoup moins de protection sociale. Si vous regardez les graphes où je mets tout ça ensemble, vous voyez que ça arrive à presque 45%. Hein. C'est là où j'ai pris l'idée de la majorité invisible. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, et en Espagne c'est encore plus fort qu'en Italie, vous avez une tendance progressive au nombre de gens qui sont au chômage, qui travaillent part-time et qui travaillent d'une manière temporaire, à presque devenir la majorité de la population. Si vous faites les mêmes graphes pour les gens entre 15 et 24 ans, vous verrez c'est acclamant. En Italie, c'est plus que 60%. Je ne sais pas si c'est la bombe à retardement, c'est quand même une conséquence très très forte. Mais ça se passe partout. Vous avez un accroissement partout. Mais la tendance est plus ou moins forte selon les pays. Et l'Italie, bien évidemment, c'est un pays qui le subit de manière très très forte. Pourquoi ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas que d'un point de vue socio-économique. L'autre point que je vous avais promis sur l'invisibilité, c'est ce que les gens font en termes de participation. Là, je ne vous donne pas toutes les données parce qu'on peut... j'avais encore un autre graphe très pessimiste, mais ça c'est terrible. Ça, c'est en fait, c'est les compensations horaires du salaire par rapport à la croissance. Bon, au début, là, aux années 80, vous avez beaucoup d'inflation, donc ça fait monter les salaires réels, donc en fait, c'est un pays réel. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en Italie à partir de 92, en fait, il n'y a plus aucun accroissement des salaires par rapport à l'accroissement du PIB. C'est-à-dire que les salaires des gens ne montent plus. Zéro. Fini. Ça, c'est la moyenne. Si vous prenez les gens qui sont dans des secteurs encore plus bas, ça, c'est négatif. Vous comprenez bien qu'un pays comme ça, c'est casse la gueule, parce que les uniques gens qui peuvent vivre dans un système comme ça, c'est des gens qui ont de la richesse. Je ne vais pas ouvrir toute la fenêtre sur Piketty et toutes ces histoires-là, mais en fait, ça devient un pays des rentiers. Parce que les travails ne payent plus. Il n'y a plus de mobilité sociale, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que ça génère en termes de conséquences sociales? Là, je vous ai divisé d'une manière très simple les gens que je considère invisibles, donc les chômeurs et les gens en travail temporaire et les pauvres, et les non invisibles. Vous voyez tout d'abord qu'il y a un fort écart de participation aux élections politiques, même si cet écart est en train de se réduire parce que aussi les gens qui ne sont pas invisibles, ils en ont marre un peu du système politique italien, donc vous avez quand même, et en général, du manque de compétition dans les systèmes politiques. Mais ces gens, ils ne participent pas à tous ceux qui sont les groupes secondaires. Là, je vous ai mis l'exemple des syndicats parce qu'on discute beaucoup, mais si vous pouvez prendre n'importe quel type de groupe et vous verrez que les invisibles, ils participent beaucoup moins. Bon, avant de conclure, je vais vous donner quand même une note positive, si on peut. C'est qu'en dépit de tous
ces indicateurs négatifs et du fait que ces gens participent moins, les invisibles sont beaucoup plus intéressés à la politique, même s'ils ne votent pas, que les gens visibles. Et ça, vous le voyez très clairement sous les enquêtes, c'est significatif en fait. C'est que ces gens, ils sont très intéressés à la politique. On a mené une étude qualitative il y a 2 ans sur ces aspects, parce qu'on était assez étonnés au niveau quantitatif, on n'arrivait pas à l'expliquer. Et en fait, en discutant avec les gens, beaucoup de jeunes, ils ne vont pas voter, mais ils ont envie de s'engager dans la vie sociale et politique, mais ils ne retrouvent pas à l'intérieur de la société la possibilité pour le faire. Hein. Et c'est pour ça que nous, on parle des majorités invisibles et des possibilités de retournement. Bon, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne pour conclure? Cette histoire nous enseigne 3 choses, à mon avis. Donc, la première, c'est qu'il y a des mécanismes communs de diffusion de la crise. Ça fait 40 ans que ça se passe, mais qui après se déclinent d'une manière particulière sur certains marchés du travail qui sont particulièrement touchés. Donc, les cas de l'Italie. Mais si vous regardez à l'Allemagne, c'est un peu la même histoire, mais un peu moins forte. Donc, par exemple, toute la contraposition qu'il y a entre Italie et Allemagne, qui est jouée dans les partis populistes de droite, ça devrait être retourné au niveau politique par des partis de gauche qui, en fait, devraient essayer de trouver un ancrage entre les précaires allemands et les précaires italiens pour se battre contre ce type d'austérité compétitive qui est privilégié en Europe et qui détruit l'emploi à des règles acceptables. Les deuxièmes, c'est au niveau politique et social. Est-ce que vous savez qui est le parti qui, en Italie, a eu la majorité des votes des précaires et des chômeurs dans les dernières 2 élections? C'est les 5 étoiles. Et 5 étoiles, quand ils ont fait à cette élection 33%, mais même à l'élection en 2013, moi, en fait, en 2013, j'avais prédit d'une manière très simple que les 5 étoiles, ils auraient finalement gagné les élections parce que ça suffisait de voir les nombres de précaires et des chômeurs. Au moment 5 étoiles a pris 52% des votes chez les précaires et 58% chez les chômeurs. Donc, en fait, si vous avez une augmentation de ça va directement finir dans des partis contestataires. Après, les mouvements 5 étoiles pourraient perdre de l'attrait. Oui, mais même ce qui s'est passé aux dernières élections européennes, il faut faire beaucoup d'attention parce que ça, c'est les gens qui ne votent pas aux élections politiques. Ces gens vont voter à nouveau. Ça ne veut pas dire que le mouvement 5 étoiles va faire un nouveau 33%, mais ça veut dire que ça vaut beaucoup plus que 18% et beaucoup plus que les sociodémocrates. Mais bon, mais ça, c'est d'autres choses. Mais ce que je vais dire avec ça, c'est que ces gens commencent à avoir une certaine force d'impact décisif sur les élections. Après, comment leur vote est utilisé dans l'espace politique par les 5 étoiles, c'est encore notre question. Mais c'est-à-dire que ces gens, avant, n'impactaient pas sur les élections parce que les partis traditionnels continuent à gagner. Aujourd'hui, ils sont tellement nombreux qu'ils couvrent les résultats des élections. Troisième chose, et je pense que c'est la plus importante, cet retournement social va renvoyer au fonctionnement du système capitaliste un message assez fort. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et ce n'est pas possible de continuer comme ça au niveau social, parce que les gens ne pourront pas continuer à tolérer certains types de précarité sur le marché du travail dans les sociétés développées. Et la deuxième, c'est la crise environnementale, qui ici on n'a pas touché, mais qui est un problème très important et une partie de possibilités escapatoires à l'idée collective. À nouveau, la performance des Verts, par exemple, c'est pas un hasard. Je ne sais pas où ils vont y aller. Moi, j'ai un pote qui dit toujours et qui rigole toujours, un pote marxiste, qui dit que les Verts, c'est les jardiniers du capitalisme. Bon, on verra si le vote contestataire va s'exprimer de cette manière. Il veut dire qu'en fait, les Verts, ce n'est pas vraiment une force de contestation sociale, de changement social. Je ne sais pas. Mais quand même, une partie des votes de ce type-là, en Allemagne et en France, a basculé sur les partis verts. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce type d'analyse sociale et économique a aussi de repères intéressants au niveau politique que pour l'instant, on n'est pas trop en capacité de voir. Merci. Bien, c'était assez intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai que en fond, ce qui est positif dans ce que tu viens de dire, c'est que cette majorité, elle est quand même destinée à être moins invisible dans les temps qui viennent, si je comprends bien, dans la société. Il faut juste espérer que les chemins pris n'est pas celui d'une radicalisation extrême, violente, etc., parce que c'est ce qui s'est passé ailleurs, pas beaucoup, mais enfin un peu, et ce qui est un peu craint. Mais merci en tout cas, parce que c'était vraiment assez intéressant. Vous avez la parole pour des questions ou des commentaires.
Oui, merci. J'aimerais juste rebondir sur l'extrême fin de votre exposé où vous citez l'écologie. C'est un peu un serpent de mer, l'écologie. Bon, c'est absolument indéniable, il y a absolument un problème, mais ce n'est pas le seul, et il me semble qu'il y a un problème qui est beaucoup plus imminent, même si il l'est depuis 20 ou 40 ans, c'est le problème financier qui va encore répéter, mais enfin, on ne sait pas très bien quand, enfin, bon, mais qui risque d'être très, très, très douloureux pour tout le monde. Hein, enfin, bon. En fait, moi, je vois deux problèmes dans ce que vous avez dit, que ce soit le Maghreb ou l'Italie ou l'Europe, quoi. En fait, hein, c'est deux origines du problème. Il y a la population, le niveau de population qui est très important, qui est trop important, et le modèle économique qui est inadapté à ce contexte, donc, et à la population et à l'environnement. Hein, tout ce qui, enfin, une fois qu'on prend les deux côtés, je veux dire, on retrouve ce que vous avez dit, quoi, en fait. Mais je ne pense pas qu'une crise financière de plus ou de moins, ça ne changera rien du tout, puisqu'on continue dans la même logique. Oui, je ne voudrais pas rajouter encore un peu plus de noir au noir du tableau qui a été dessiné, mais il me semble qu'il y a une quinzaine d'années, le programme des Nations Unies pour le développement avait établi un rapport transversal sur le monde arabe, où tous ces problèmes étaient pointés, avec en plus le problème du désert culturel. Il faisait par exemple remarquer que la seule Turquie traduisait plus d'ouvrages étrangers que les 22 pays arabes réunis. Et donc, il n'y a eu aucune suite à ce rapport. Il a fait du bruit à l'époque à l'échelle internationale, mais il n'a eu aucune suite ni retentissement dans les pays arabes eux-mêmes. Et donc, c'est quoi l'espoir, quoi? Bon, il restait l'espoir théorique qu'avec de la démocratisation, ça se réglerait. Or, maintenant, on voit que la démocratisation, c'est impossible, puisque l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, appuyés par les États-Unis et maintenant par Macron, ont décidé que non. À chaque fois qu'il y a des menants, même simplement hier, il y a eu près de 100 morts, hier ou avant-hier au Soudan, et ben donc, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont cherché à obtenir une réunion du Conseil de sécurité, ils n'ont même pas été soutenus par la France, et il n'y a pas eu de réunion. Partout où ça bouge, l'Arabie Saoudite appuie, enfin, par l'armement égyptien et tout, intervient. En Libye, ils ont saboté le processus de paix. Au Soudan, ils financent les militaires. Bon, ne parlons pas du Yémen. Donc l'espoir par la démocratie, pour l'instant, il y a deux pays arabes qui ont décidé que non. Parce que toute évolution du monde, de la moindre parcelle du monde arabe vers la démocratie, ils considèrent que c'est une menace à leur sécurité nationale. Donc c'est quoi l'espoir alors maintenant? Enfin, c'est vraiment une question très compliquée. Je veux dire, pour répondre à ces questions, il faut un peu de temps et de précision. Je suis d'accord avec votre constat. En fait, de mon point de vue, voilà, que ce soit d'ailleurs pour les pays européens ou pour les pays du sud de la Méditerranée. De mon point de vue, pour analyser les caractéristiques politiques et économiques des pays, il faut partir de deux choses. Les conditions internes et les conditions externes. C'est pour ça que la question que vous avez soulignée sur l'insertion internationale et la géopolitique, mais aussi la question de l'intégration régionale, est tout à fait clé. En fait, sur les conditions internes, il n'y a pas d'automaticité entre le fait d'avoir une population qui croît ou qui augmente et le fait qu'elle soit au chômage, parce qu'il y a toute une série de contre-exemples. En premier lieu, la Chine. Je veux dire, ça n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui a lieu... Attendez. Je pense que si vous voulez me laisser juste indiquer ce que je tiens à vous dire, il y a des, y compris parmi les pays pétroliers, il y a des contre-exemples. Il n'y a même pas de fatalité de l'économie pétrolière, de mon point de vue. J'ai écrit quelques papiers là-dessus que je pourrais vous envoyer. L'Indonésie fait beaucoup mieux que les pays de la région, etc. Donc il y a des institutions, il y a un modèle institutionnel qui a été choisi, qui est celui de l'économie rentière,
C'est cette économie rentière, elle se définit de 3 manières. On dit qu'il y a une situation d'état rentier et pas d'état développementaliste. Il y a un très beau livre qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Peter Evans, qui est aux presses universitaires de Princeton en 2005, et qui compare les pays asiatiques et les pays de la région en particulier, et qui montre bien ces aspects liés à la formation, alors c'est de la science politique, hein, à la formation des élites et des technocraties. Et donc, ce qui montre, c'est que dans les pays asiatiques, les technocraties, les élites politiques ont été technocratiques. Dans le cas des pays de la région, ça a une relation avec la colonisation, bien sûr, mais ce qui s'est produit, c'est quand même qu'on a eu une sorte de nomenclatura interne qui a effectivement empêché un processus de développement. Donc il n'y a pas de fatalité à avoir de la main-d'œuvre qui, évidemment, ce qui se passe en ce moment, c'est que ce que j'ai souligné, la contre-transition démographique, oui, est problématique parce qu'elle va nous augmenter le nombre de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail à structure économique identique, c'est-à-dire complètement rentière, avec très peu de diversification, etc. Donc cet élément-là n'est pas lié à une situation liée à la population en soi. Et je voudrais indiquer qu'il existe un État rentier lorsque 3 conditions sont réunies. La rente domine dans l'économie, c'est le cas de la plupart des pays de la région. Le revenu de la rente vient de l'extérieur, deuxième caractérisation. Et 3, la rente, au lieu d'être investie, est distribuée de manière plus ou moins clientéliste. Ces 3 éléments sont communs à ces pays, qu'ils soient rentiers pétroliers ou rentiers touristiques ou autres. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est pourquoi finalement... J'ai décrit les conséquences de ça. Hein. Le marché du travail est très faible à cause de ce type d'économie-là qui a distribué la rente plutôt que l'a investie. C'est une question qui était très intéressante, c'est pourquoi ça perdure. Et ça revient, monsieur, c'est votre question. Pourquoi ça perdure? C'est le régime international. Effectivement, quand vous regardez la manière dont ces pays se sont insérés au niveau international, vous vous rendez compte que, 1, ils ont signé des accords de libre-échange totalement bilatéraux qui n'avaient aucun rapport avec les intérêts économiques, je ne parle même pas sociaux, des économies. Donc tout se passe comme si l'accord de libre-échange euro-méditerranéen ressemblait à une roue de vélo. Je prends cette image pour que les gens comprennent mieux les résultats de l'analyse économique. En fait, dans cette roue de vélo, vous avez au centre l'Union européenne, la France en particulier, et puis vous avez tous ces pays qui sont des rayons de la roue de vélo. Et il se trouve que les rayons de la roue de vélo n'ont pas de relation entre eux, ou très peu. Les coûts de transaction, les coûts pour commercer, sont 4 fois plus élevés entre chacun de ces rayons, entre eux, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc., jusqu'au Liban, qu'entre chaque rayon et l'Europe. Parce que le rayon est relié au centre. Et donc ça crée des relations asymétriques, de sorte que les investissements directs qui viennent ne sont pas des investissements directs qui viennent pour accéder au marché, mais des investissements directs qui viennent pour soit profiter, dans le cas de la Tunisie, d'une main-d'œuvre bon marché, qui n'a jamais réussi à remonter les filières de production dans le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, la mécanique, soit en Algérie dans les hydrocarbures et dans l'immobilier et les services, gonflant la bulle immobilière. Et puis, au Maroc, un tout petit peu plus de diversification, et encore. Donc en fait, pourquoi? Parce que les multinationales qui vont s'installer dans un rayon, elles vont avoir que le rayon pour servir le marché. Non, elles préfèrent servir tout le marché mondial. C'est pour ça qu'elles, locales, régionales, c'est pour ça qu'elles s'installent plutôt à Paris, à Marseille, à Madrid, et elles desservent par l'exportation. Et ces pays sont tous déficitaires avec l'Europe. Alors pourquoi ont-ils signé des accords de libre-échange non coopératifs, de manière non coopérative, de manière non multilatérale entre eux? Parce que le libre-échange a été simplement un instrument de légitimation politique des régimes en place. Et quand vous regardez, je suis d'accord avec ce que vous dites, moi je suis ahuri par le fait que, effectivement, le choix politique qui a été fait, par les autorités en France comme ailleurs, c'est le choix du maintien de ces régimes, parce que c'est ça qui a retardé les révolutions. Et je terminerai, parce que je ne veux pas être long, je voudrais que mes collègues poursuivent. La révolution, elle ne se fait pas en un jour. Le processus est en marche depuis longtemps. Il a même commencé en Algérie en 1988, avec une autre caractéristique, puisqu'à cette époque-là, c'était plutôt des jeunes non diplômés. Alors là, c'était même pas précaire, c'était des jeunes marginalisés des agglomérations qui se sont révoltés, qui ont été massacrés. Mais ça a quand même produit un choc dans le système. Et pendant 3 ans, on a eu de l'effervescence démocratique. Et puis, on a connu ce qu'on a connu par la suite. Le printemps arabe, qu'on a appelé printemps arabe, qui a commencé, n'est pas terminé. Il y a des flux et des reflux. Et je vous renvoie à l'ouvrage
je pense que chacun doit lire, qui est l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, qui montre à quel moment se produisent les révolutions, et ils se produisent dans des moments non pas de régression, mais au contraire de progression. Et on voit bien que dans tous ces pays, en dépit du tableau noir que nous avons tous tracé, dressé, il y a des éléments, comme le montre Polanyi exactement dans La Grande Transformation, il y a des éléments de progrès, à la fois sur l'éducation, à la fois sur les désirs d'émancipation, qui font que le processus n'est pas arrêté. Mais effectivement, il est freiné, voire retardé, voire arrêté, comme c'est dans le cas, ça a été le cas en Égypte, ou ça a été le cas au Soudan en ce moment, par un jeu international d'intérêt qui finalement fait que ces conditions externes viennent en complémentarité complète, en cohérence avec les régimes internes de croissance qui sont des régimes internes rentiers. Mais je pense que l'espoir, il existe, c'est qu'on voit en Algérie aujourd'hui, ce qui me désole, c'est le manque de solidarité internationale sur ce qui se passe en Algérie. Il n'y a que la diaspora qui se réunit tous les dimanches à la place de la République. Il n'y a plus ces mouvements de solidarité. Le Soudan, on écrase 100 personnes, il n'y a pas eu une manifestation. Je veux dire, il y a une situation qui est absolument folle dans le cas du système français. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de laisser faire précisément des choses qui sont... Mais le cas algérien est un cas tout à fait... absolument incroyable, parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Il y a eu des processus successifs, par étapes successives. Et là, si ce qui se passe avec le dialogue qui existe entre l'armée, dialogue interposé entre l'armée et les manifestants, chaque vendredi renforcé, et le mardi, Gaïd Salah répondant à la population en disant on recule, les reculs sur les élections le 26, qui devaient avoir lieu en juillet, est un élément central. Et donc il y a quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en place, qui pourrait bouleverser les choses, nonobstant la question que vous avez soulignée sur le rôle des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, des États-Unis et d'autres, et en particulier de la France, parce qu'encore une fois, Trump a dit qu'il soutenait le mouvement de processus en Algérie, le Canada a dit la même chose, en mettant en garde contre la remise en cause des droits de l'homme, et on a eu une France qui s'est exprimée en faveur du maintien de l'ordre, en disant, en donnant pratiquement un cutus à Bouteflika avant qu'il soit démissionné, et aujourd'hui peut-être à l'armée. Donc il y a quelque chose d'assez effectivement, malheureusement, qui retarde des processus révolutionnaires et des processus en cours. Pour moi, et quelque chose, je suis assez optimiste là-dessus, hein. Je crois qu'on partage cet optimisme. Le scénario dans lequel l'armée sortirait par la grande porte en laissant faire le processus jusqu'au bout n'est pas faible, et il y a des forces, des compétences, il y a plein de choses qui sont en position pour réussir une transition politique et une transition économique. Merci. Moi, je voulais réagir à la remarque concernant le programme des Nations Unies sur le monde arabe. Effectivement, c'est un rapport important, hein. Vous parlez du premier rapport qui a été publié en 2002. Il a été suivi par 3 autres rapports. Puis il y a eu un long silence lié à ce qui s'est passé en 2011. Et il y a un nouveau rapport qui vient de sortir en 2016. Mais ceci dit, je ne crois pas qu'il faut accorder à ces rapports plus d'importance qu'ils ne doivent avoir. Ce sont des rapports qui sont faits par, en général, des esprits éclairés, progressistes, appelons-les comme vous voulez. Mais la réalité des sociétés reste ce qu'elle est. La réalité des rapports de force internationaux, reste ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en dernière analyse, ce qui compte, ce sont les rapports internes aux sociétés. Moi, je ne crois pas que la révolution ou les changements viendront des capitales occidentales ou d'un rapport des Nations Unies ou d'un rapport de la Banque mondiale. Et à cela, moi, j'aimerais ajouter un ensemble de variables qui me paraissent tout à fait déterminantes. Ce sont des variables culturelles. Moi, je ne crois pas que l'on puisse faire une analyse objective au niveau du monde arabe si on évacue toute la dimension culturelle. Je crois qu'on est dans une situation où il faut être lucide et franc. À mon avis, au plan culturel, la région est dans une phase de régression. Moi, je considère qu'il y a une véritable régression intellectuelle en raison d'une dynamique, si je puis dire, même si le mot ne me paraît pas tout à fait approprié,
des lectures salafistes de l'islam qui sont en train de contribuer au blocage, à des blocages très importants au niveau de la région. Quand vous voyez les performances des pays en ce qui concerne le système éducatif, les performances du système éducatif ne sont pas tombées du ciel. Elles viennent de choix idéologiques qui ont été faits par les régimes et qui ont eu des conséquences directes sur les systèmes éducatifs. Je pense que c'est une dimension dont on doit tenir compte. Merci beaucoup, j'ai bien entendu. Je pense que Emmanuel Ferragina voudrait parler aussi. Je ne sais pas si vous pouvez rester encore 10 minutes ou... Je peux rester. Non, vous pouvez. Bon. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions à poser là sur ce qu'on vient de dire. Je pense qu'en fait, on est dans une phase comme quand les plaques tectoniques bougent. On ne voit pas encore vers où ça va. On n'est pas encore... Même les acteurs ne sont pas nécessairement très précisément identifiés, quoique en Algérie c'est très clair. Mais je pense qu'on est dans une phase où les choses se préparent peut-être pour aller vers une direction ou une autre. Donc il y a une vigilance et puis une attention évidemment très forte à avoir sur tout ça. Mais il me semble que c'est vraiment pas le moment de faire une conclusion de l'analyse. Je veux dire par là, il faut rester, me semble-t-il, dans une attention à ce qui se passe et pas nécessairement avoir déjà une sorte d'image négative et même créer une sorte de crainte de ce qui va arriver. Pour l'instant, il me semble que ce qui est productif, c'est que les choses sont en mouvement au lieu d'être bloquées, me semble-t-il, quoique c'est peut-être plus compliqué que ça. Une autre prise de parole dans la salle ou pas? Est-ce que je peux juste dire un mot, parce que vraiment, et très rapidement, juste un mot. Je crois que... Je ne sais pas si c'est ouvert. Oui, vous avez raison de c'est bon là. Vous avez raison d'alerter contre le risque de la régression culturelle, on l'a vu dans l'éducation, etc. Mais en même temps, je ne veux pas reprendre cette formule qui ne veut rien dire, mais vous avez bien un mouvement intellectuel qui apparaît dans le cas algérien, de gens qui se disent athées, qui arrivent à s'exprimer. Dans la situation algérienne, en ce moment, la complexité est de mise. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut vraiment rester ouvert et étudier cela, avec toute l'ouverture intellectuelle que mérite ce mouvement, parce que moi, je trouve, au contraire, que les femmes qui étaient invisibles jusque-là, les femmes non voilées, sont réapparues dans les manifestations. Les mouvements civiques ont été absolument incroyables. Tout se passe comme si les manifestants algériens, alors j'ai peut-être un peu une tendance romantique dans cette histoire, mais je veux bien l'avouer, mais ils ont quand même observé ce qui s'est passé en Égypte, sur la place Tahrir, ils en ont tiré des leçons. Enfin, il y a un mouvement qui, de jour en jour, est intelligent politiquement, avec une clairvoyance incroyable, qui déjoue les provocations du pouvoir de jour en jour. Et sur le plan culturel, on a les deux. On a la régression qui explique la reprise des taux de fécondité, parce que précisément, il y a eu une concurrence entre le système scolaire et les islamistes. Pour moi, tout vient du système d'éducation et des régimes en place qui l'ont fait. On a fait une étude là-dessus, utilisant les données d'enquête internationale avec mon collègue Ishaq Diwan. On regarde les possibilités d'émancipation par l'école et par l'enseignement supérieur dans les pays arabes. C'est 4 fois moins que dans les autres pays en développement et dans les pays musulmans, y compris non arabes. Donc il y a 4 fois moins d'émancipation par l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que tout se passe comme si les élites au pouvoir, les clans au pouvoir, ont joué la concurrence avec les islamistes sur les valeurs, pour dire nous sommes meilleurs que vous sur la diffusion des valeurs conservatrices, et l'école est devenue un désastre. En effet, et là je partage votre point de vue complètement, c'est un désastre, mais en même temps vous avez cette effervescence de gens qui ont d'autres positions. On a 2 Algéries en fond. Merci beaucoup. Très rapidement sur certaines des questions. Donc la première sur les verbes. Pourquoi je fais l'exemple des verbes ? Parce qu'aujourd'hui on a un problème de valeurs individuelles très fort. C'est-à-dire, si vous voulez vous pousser progressiste, vous avez besoin de valeurs collectives, alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez au changement et à la vision que les gens ont de l'économie, de la société, est devenu beaucoup plus individualiste. Donc c'est pour ça que j'ai cité les mouvements verts comme une possibilité, c'est-à-dire pour sauver l'environnement, il faut forcément des décisions collectives. Donc
en fait, et c'est un peu comme la guerre. C'est un peu comme l'après-guerre, c'est-à-dire on a créé l'État-providence, surtout on a fait pousser l'État-providence après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la catastrophe de l'environnement, ça peut être une poussée à faire des choix collectifs plus intelligents plutôt qu'à privilégier les choix de l'individu. Parce que si on continue à laisser les choses telles qu'elles sont, les gens ils continuent à consommer comme ils veulent. Il faut des choses contraignantes en fait pour pousser les valeurs collectives. Et ça ne serait pas la première fois dans l'histoire et espérons que ça ne va pas être la dernière ou ne pas être. Le deuxième, sous le malthusianisme un peu et sous l'effet, le problème c'est pas l'accroissement de la population à mon avis, mais le problème c'est que le modèle économique est insoutenable. Je veux juste rappeler à ce titre que les Américains ils produisent 30% de ces émissions de, comment vous dites en français, CO2, de gaz à effet de serre. Voilà, et ils sont 300 millions. Donc les problèmes, c'est pas la population mondiale, mais c'est la population mondiale très très polluante, beaucoup plus de ce qu'elle devrait être polluante. Donc c'est vrai, si on continue avec ces modèles économiques, et si par exemple la Chine est bonne sur la marche, mais si les Indiens par exemple commencent à consommer d'une manière plus similaire aux États-Unis, bon, c'est clair qu'on va très rapidement vers la fin. Donc les problèmes, c'est pas un problème à mon avis de population en soi-même, mais c'est un problème des modèles économiques et de gestion des ressources. On n'est pas obligé d'avoir un modèle économique dans lequel on est beaucoup plus dans la consommation et dans lequel en fait la productivité est comptée que sur la consommation des biens, parce que c'est ça le problème. On peut avoir de la croissance plus intensive qui est basée beaucoup plus sur la création des services et des choses qui ne polluent pas forcément l'environnement. Mais pour ça, il faut changer la démarche et la logique qu'on a aujourd'hui sur la mesuration du PIB et sur tous ces types de choses. Et le dernier truc un peu sur le monde arabe que je connais moins bien que mes collègues, j'ai une seule chose à dire, à rebondir. Les aires d'échange fonctionnent que quand il y a des relations entre égaux, c'est-à-dire quand il y a des relations entre des économies qui sont plutôt similaires. Si vous bâtissez une aire de libre-échange où il y a un avantage très fort pour la France par rapport aux pays du Maghreb, comme c'était dit avant, ça ne peut jamais marcher. Par contre, des pays qui ont des économies similaires, des niveaux de développement similaires, qui se mettent ensemble, ils ont en fait tout l'intérêt à avoir ce type de choses. Et un projet qui était totalement intérêt des discussions, c'était une union plus forte de la Méditerranée. Moi, j'ai toujours pensé ça. Par exemple, les régions de l'Italie du Sud, les régions du Sud de l'Espagne, ils ont beaucoup d'intérêt à avoir des vraies coopérations, des coopérations sérieuses avec les économies du Maghreb. Mais quand vous avez des coopérations inégales, comme il se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi entre la France et les pays du Maghreb, ça ne peut jamais marcher. Parce qu'en fait, ça fonctionne dans l'intérêt des économies plus fortes et des élites qui sont au pouvoir dans ce type d'endroit. Sur une échelle moins forte, c'est la même chose qui s'est passé en Italie. L'Italie a signé un traité de Maastricht. L'Italie s'est trouvée à faire des réformes qui ont favorisé beaucoup plus un certain type de personnes au top et l'économie allemande à nouveau pour les riches et pas pour les précaires. Et c'est un peu toujours comme ça. Si vous avez des pays qui ont des cycles économiques très différents, qui se mettent ensemble sans aucun correctif fiscal, comme c'est pas d'ailleurs, ça ne peut jamais marcher. C'est pas étonnant qu'en signant des traités qui débouchent sur certaines choses, on n'a pas de surprises. C'est pas étonnant. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais je voudrais juste vous annoncer que nous avons anticipé un peu la fin du débat qui est là dans la prochaine université populaire qui portera sur la question sociale et la question climatique, justice sociale, justice climatique, comment à la faveur de l'urgence climatique, on peut peut-être se mettre au travail pour qu'un modèle de développement plus juste soit à la faveur des obligations que la question climatique et l'urgence climatique nous posent, pourrait éventuellement sortir de là. Donc, justice climatique, justice sociale, ce sera le débat pour à l'Université populaire du samedi 29 juin, ici même. Oui. Merci à vous tous.